dont le titre est « Comment la France se rend-elle complice du conflit au Yémen ?» Le titre déjà indique bien cette volonté de mettre la lumière sur ce conflit terrible, on y reviendra, parfois, mais insuffisamment sans doute, évoqué par la presse, et qui aujourd'hui a différentes facettes qu'on va aborder, et dans lequel la France, de manière indirecte, mais peut-être même directement, se retrouve impliquée. Alors, comme parlementaire, on a déjà fait plusieurs choses, des interpellations, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure plus précisément, après que nos invités se soient exprimés, mais ça nous semble important. Nous sommes, la France Insoumise, un mouvement internationaliste, c'est-à-dire sensible à ce qui se passe dans l'ensemble du monde. Nous sommes solidaires des peuples qui subissent différentes oppressions. Évidemment, nous sommes un mouvement qui pense que la France doit être un pays qui milite activement pour la paix, qui doit à tout moment déployer toute sa diplomatie, voire même parfois entretenir certains rapports de force pour toujours éviter la guerre. Et indiscutablement, la manière dont aujourd'hui le gouvernement français ou différentes industries françaises sont impliquées dans ce conflit tourne le dos à cette aspiration qui me semble être la grande promesse universaliste de la France, à tout moment participer une fois de plus à ne pas envenimer les situations et à ne pas armer ceux qui frappent les populations civiles. Alors, pour préciser déjà un peu les choses, on a deux invités de grande qualité. Je vais d'abord présenter Arnaud Le Gall. Arnaud, peut-être le connaissez-vous, c'est un des pivots de notre équipe internationale à la France Insoumise, connaisseur et spécialiste de beaucoup de questions, mais particulièrement, enfin aussi de celle-là. Et Arnaud a activement participé durant la campagne présidentielle, bien sûr, aux rédactions des différents livrets sur ces questions internationales. Et il nous présentera quels sont, à grands traits, parce qu'évidemment toute la dimension de ce conflit est difficile et nécessiterait de passer beaucoup de temps, mais quels sont à grands traits un peu la situation et de quelle manière on peut considérer qu'il y a une implication de la France dans ce conflit. Ensuite, l'autre invité, c'est Anne Regour. Anne Regour, je la remercie chaleureusement d'être avec nous. C'est une chercheuse, une spécialiste universitaire, on va dire, le Yémen. Je viens de vous poser la question. Vous m'avez dit que vous avez fait 18 ans de mission dans ce pays, que vous connaissez parfaitement. Vous êtes là aussi pour représenter l'ONG l'AIDL. Et je vous propose de parler après Arnaud, de nous présenter déjà ce que fait cette ONG, quelle campagne elle a menée, pour quelles raisons vous avez jugé utile, et on vous remercie parce qu'on vous a invité à venir aussi avec nous aujourd'hui pour nous présenter les campagnes et ce que fait l'AIDL dans ce conflit. Et puis vous nous proposez, parce que pour vous c'est une dimension importante, et vous avez raison, sur un peu la situation du patrimoine aussi au Yémen, et sans aucun doute les dégâts terribles, peut-être même à jamais réparables, que d'ores et déjà ce conflit a fait, qui est un regard effectivement aussi intéressant sur les conséquences terribles d'une guerre, qu'on oublie parfois, et de quelle manière des trésors de l'humanité disparaissent dans des conflits absolument terribles. Voilà, et puis après moi je vous dirai quelques mots aussi sur ce qu'on a fait. Vous avez peut-être déjà entendu à l'Assemblée nationale, que ce soit Bastien Lachaud ou moi-même. Pourquoi Bastien et moi? Parce que nous sommes dans la commission défense et armée à l'Assemblée nationale. Ça peut vous sembler baroque qu'on se retrouve là, mais on a jugé important, vous savez, dans toutes les commissions qui sont à l'Assemblée nationale, les 17 députés insoumis sont répartis les différentes commissions, et il y a un enjeu, même si on défend la paix, à ce que nous ayons une bonne compréhension de ce que fait notre armée. Évidemment, elle intervient dans différents endroits du monde, et c'est le lieu adéquat aussi pour interpeller, ce qu'on a fait plusieurs fois, Madame la ministre de la Défense notamment, ça s'appelle ministre des Armées aujourd'hui, Madame Florence Parly, et c'est le lieu aussi pour avoir des échanges assez réguliers avec les différents responsables des armées sur ce que nous faisons au Yémen. Donc ça a amené à ce que, une fois de plus, Bastien ou moi, on a pu, à travers différents communiqués, interventions, prendre quelques positions et poser quelques questions. Voilà, classiquement, donc après cette expression, eh bien, il y aura un échange, des questions qui seront posées, et je vous remercie encore d'être là pour cette table ronde. Arnaud, à toi la parole pour lancer les choses. Merci. Oui, la guerre et la paix sont des choses trop sérieuses pour les laisser aux militaires, donc c'est très bien qu'on ait des deux députés insoumis dans la commission défense et forces armées. D'abord, alors je vous propose en 3 temps, je vais essayer d'être le plus bref possible, un petit quart d'heure. La situation au Yémen et les grandes origines du conflit, sans remonter jusqu'à la nuit des temps. Ensuite, l'implication de la France, qui est impliquée de fait au Yémen. Et enfin,
le fait que cette implication de la France au Yémen est finalement révélatrice des multiples facettes de l'action internationale actuelle de la France, et que c'est donc un bon cas d'étude, excusez-moi de dire ça parce que c'est un cas dramatique, mais c'est aussi un révélateur de toutes les insuffisances et l'hypocrisie, les turpitudes de l'action internationale de notre pays. D'abord, quelques chiffres. À l'heure actuelle, le Yémen, donc c'est un pays stratégiquement placé au sud-ouest de l'Arabie Saoudite. Donc, pour ceux qui ont un peu la carte en tête, c'est l'entrée de la mer Rouge. À la sortie de la mer Rouge, c'est le canal de Suez qui arrive en Méditerranée. C'est-à-dire qu'à peu près l'essentiel du commerce du pétrole mondial et du commerce international passe par là. Et tant que les Chinois n'utiliseront pas uniquement la route arctique, il y aura énormément de commerce qui passera par là. Donc, c'est vous dire si c'est stratégique, le Yémen. Le détroit d'El Mandab, c'est 25 km entre le Yémen et Djibouti. Donc, qui contrôle le Yémen contrôle en partie le commerce, enfin en tout cas peut perturber le commerce du pétrole. 2/3 à l'heure actuelle du pays sont en pré-famine. 18 millions de personnes sont dans une crise humanitaire de première urgence selon l'ONU. Le conflit fait d'abord des morts avant tout pour ça, parce qu'il y a une stratégie de la famine de la part des belligérants et notamment des puissances extérieures. Donc il y a 10 000 morts directes selon les chiffres officiels du fait des bombardements, mais on pense qu'en fait il y en aurait 5 à 6 fois plus, puisqu'il y a une grande difficulté d'accès aux sources, ce qui fait une des particularités de ce conflit. Pour aller très vite, vous pouvez remonter aux années 60, bon, on ne va pas le faire. En 2004, il y a eu une première petite rébellion dite chiite, les chiites houthis dont on vous parle souvent à la télé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il faudrait à tout prix déjà enlever le prisme ethno-confessionnel. L'opposition chiite, sunnite qu'on nous impose au Proche-Orient dans les médias cache en fait des réalités beaucoup plus sociales, beaucoup plus. Par exemple, les chiites du Yémen, s'ils se soulèvent, c'est avant tout pour des raisons économiques et sociales et pas pour des raisons d'abord religieuses. Voilà, je ferme la parenthèse parce que je ne vais pas rentrer dans une thèse là-dessus, mais c'est très important à avoir en tête. Ce conflit n'est pas d'abord religieux. Les chiites, ils vivent dans les montagnes du Nord, ils n'avaient pas accès aux ressources essentielles du pays, etc. Et donc, ils se sont révoltés. En 2009, il y a un début de régionalisation de ce conflit, puisqu'il y a des escarmouches à la frontière saoudienne entre les Houthis et l'armée saoudienne. Et l'Iran vient à soutenir informellement, indirectement, les Houthis, en fournissant quelques armes, etc. En 2011, il y a des manifestations massives qui enchaînent sur les printemps arabes et qui renversent le président Saleh, qui va se réfugier en Arabie saoudite. Et là, en fait, les Houthis vont saisir la révolution de masse du peuple yéménite pour relancer un peu le conflit et reprendre l'offensive. Et finalement, arrivé en 2014, ils contrôlent une bonne partie du pays, ils contrôlent les villes, ils contrôlent des zones stratégiques, ce qui devient inacceptable pour les Saoudiens qui voient ça comme une menace stratégique à leurs frontières, puisqu'un allié réel ou fantasmé de l'Iran contrôle leurs frontières. Vous savez que le grand jeu actuel au Proche-Orient, c'est l'opposition entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc, assez rapidement, en mars 2015, l'Arabie saoudite, à la tête d'une coalition comprenant notamment les Émirats arabes unis, etc., est totalement soutenue par les États-Unis, ouvertement soutenue par les États-Unis, intervient au Yémen, bombarde, etc. C'est le début de la phase de la guerre telle qu'on la connaît actuellement. Donc, depuis, les choses, voilà, le front a avancé, reculé, s'est complexifié. Je passe les détails. À l'heure actuelle, vous avez peut-être entendu que les Saoudiens, les Émiratis font face à une rébellion dans leurs propres alliances locales, puisqu'ils s'étaient rébelliés à des séparatistes du sud Yémen qui, depuis les années 60, étaient en rébellion, et finalement ces rebelles yéménites qui étaient alliés aux Saoudiens, etc., contre les Houthis du Nord, finalement commencent à combattre leurs propres alliés étrangers. Donc c'est un peu le chaos. C'est pas anodin que ça se passe au Yémen. Pour ceux que ça intéresse, vous allez sur le site Orient 21, il y a un article récemment qui rappelle que le Yémen du Sud a été le seul pays socialiste du monde arabe. Hein ?
Ça s'appelle « Quand le drapeau rouge flottait sur Aden ». Alors, c'était pas un régime idéal, mais il a fait énormément de progrès, malgré tout. Et c'est tout ça qu'il y a derrière aussi. C'est toute l'histoire du Yémen dont il faut s'imprégner pour comprendre le désastre que représente ce conflit actuel. Donc finalement, l'ONU essaye de mettre tout le monde autour de la table, ça ne fonctionne pas. Donc Gutiérrez a des propos assez forts, on peut lui reconnaître ça. Voilà, et il dit la situation humanitaire est catastrophique, il exige des... Bon, finalement, on arrive à Stockholm à avoir, en décembre 2018, un pseudo-accord entre les belligérants sous la pression. Rappelez-vous l'affaire Khashoggi du journaliste qui a été dissous ou découpé, je ne sais plus, dans une baignoire du consulat saoudien à Istanbul. Finalement, du coup, les puissances occidentales alliées des Saoudiens ont voulu mettre un coup de pression à l'Arabie Saoudite et ça a amené à aider à mettre l'Arabie Saoudite autour de la table. Et on a donc des accords à Stockholm en décembre 2018 et une trêve qui est censée se faire à Hodeïda, qui est le port où rentre l'aide humanitaire. Donc c'est une trêve stratégique. À ce moment-là, Macron, qui reçoit Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui a le pouvoir réel militaire en Arabie Saoudite, demande au prince héritier de faire une trêve humanitaire et promet une grande conférence humanitaire pour juin 2018. Enfin bref, c'est pas important. Tout ça pour dire que le président Macron a fait semblant de mettre une pression sur Mohammed Ben Salman, mais ça n'a suivi d'aucun effet, puisqu'à l'heure qu'il est, pour des raisons qui sont... il y a des responsabilités partagées, hein, il n'y a pas que les Saoudiens qui sont les méchants dans ce conflit, les Houthis aussi ont une grande responsabilité. La trêve, en fait, n'existe pas, elle n'est pas appliquée, les accords ne sont pas appliqués, et là, le front est gelé, et on est dans une situation de blocage total, et finalement, il y a juste une population entière qui est prise en otage. Pourquoi la France est impliquée dans ce conflit ? Tout simplement parce que, premièrement, la France est le 3e exportateur d'armes, fournisseur d'armes à l'Arabie Saoudite. Et on ne nous fera pas croire que les armes que la France a continué à vendre à l'Arabie Saoudite après l'entrée en guerre au Yémen ne peuvent pas servir sur le terrain. Florence Parly nous prend pour des imbéciles et elle a notamment dit à l'Assemblée nationale, quand nos députés insoumis, entre autres, posaient quand même des questions, réclamaient une commission d'enquête, etc., sur les ventes d'armes, a répondu « Non, ne vous inquiétez pas, ce sont des armes défensives ». Ça, c'est le grand élément de langage de l'enfumage typique des experts militaires. Ça n'existe pas, la distinction entre une arme défensive et une arme offensive quand on est sur un terrain offensif, quand on est en guerre. C'est la dialectique du bouclier et de l'épée. Quand bien même, on ne peut pas vérifier que ce soit vrai, mais quand bien même les armes que la France a fournies, Alexis aura peut-être des détails sur les questions qu'on a posées sur tout ça, que la France a fournies à l'Arabie Saoudite, ne serviraient pas pour aller bombarder directement, etc., les villes et tout. De toute façon, même si c'est des batteries de défense de frontières, ça permet de sécuriser une offensive. C'est la dialectique de l'épée et du bouclier. Quand vous avez un bouclier, vous pouvez taper plus fort avec l'épée. Donc cette distinction est un mensonge et relève revient nous prendre pour des imbéciles. Oui, la France est impliquée dans la guerre au Yémen en vendant des armes à l'Arabie Saoudite, en étant son 3e fournisseur. Ensuite, la France est impliquée indirectement parce qu'elle reprend le prisme saoudien dans cette affaire de la peur anti-iranienne. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, que ce soit Valls avant, que ce soit Le Drian plus récemment, etc., on reprend toujours ce prisme ethno-confessionnel d'une lutte entre les sunnites, les chiites, etc. Et en plus, on lit les dossiers. C'est-à-dire que sur le nucléaire iranien, vous êtes au courant que la France prétend, en tout cas Macron prétend sauver les accords nucléaires iraniens que Trump a détruits. Je ne vais pas revenir là-dessus sur les raisons pour lesquelles Macron ne se donne pas du tout les moyens de soutenir ces accords en vérité. Mais par exemple, quand Le Drian est allé en février 2019 pour discuter avec le ministre des Affaires étrangères iranien, il a dit « Bon, très bien, on va essayer de sauver les accords, blablabla, mais il faut que l'Iran arrête au Yémen. Et il faut que l'Iran... En fait, il lit des dossiers et en faisant ça, on se rend totalement complice de la vision saoudienne de la situation parce que ça veut dire qu'on reprend à notre compte l'idée que le responsable de la guerre au Yémen serait d'abord l'Iran. D'ailleurs, Le Drian l'a dit comme ça. Voilà.
Et in fine, on a une absence totale de pression sur l'Arabie Saoudite. On a continué à leur vendre des armes jusqu'à très récemment. Je ne serais pas surpris qu'on continue à le faire indirectement et de manière semi-secrète. Et là, je me joins à Alexis pour rendre hommage aux dockers du Havre qui, encore très récemment, il y a quelques mois, ont bloqué un convoi de munitions qui partait du Havre et dont on pense qu'il allait servir au Yémen. Ça sert d'avoir des ports non privatisés et un corps de dockers protégé et puissant et syndiqué. Parce que si vous avez des dockers intérimaires et un port privatisé, personne ne bloque le bateau. Et in fine, finalement, le Yémen est un cas d'école des turpitudes de l'action extérieure de la France. D'abord, l'affairisme. On a réduit notre action extérieure sur bien des points à la recherche toujours de contrats, de vente d'armes ou autres. Là, en l'occurrence, c'est des armes. C'est une vision à courte vue et qui est inacceptable. Nous, c'est la raison pour laquelle, à la France Insoumise, on est pour la création d'un pôle public de l'armement, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que pour le mettre sous contrôle civil. Ensuite, parce que ça permettrait de le reconnecter à d'autres secteurs de l'industrie pour arrêter de produire tout le temps autant d'armes et les produire uniquement en fonction des besoins de la défense nationale et pas en fonction des besoins des industriels. Et ça nous rendrait surtout beaucoup moins dépendants des exportations, si on a ce modèle économique. Parce que là, à l'heure actuelle, la raison pour laquelle ils exportent des armes à quiconque voudra en acheter, c'est parce que finalement, on a un modèle ultra spécialisé sur l'armement. C'est parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable. La vente d'armes, c'est ce qu'il y a de plus rentable après la drogue. Il y a des taux de profit énormes, mais du coup, ça oblige à vendre, parce que l'armée française ne va pas acheter tous les équipements qu'on produit. Donc voilà. Donc premièrement, l'affairisme est tout fixé sur les ventes d'armes. Deuxièmement, le piétinement du droit international. Pourquoi il est scandaleux, doublement scandaleux, que la France continue a priori à vendre des armes aux belligérants au Yémen et à l'Arabie Saoudite en particulier, c'est que la France est signataire et a ratifié le traité sur le commerce des armes de 2014. Donc c'est non seulement une faute morale, éthique, mais en plus on se met en porte-à-faux du droit international qu'on prétend en permanence défendre. Quand il s'agit de donner des leçons à tel ou tel, voilà, je ne vais pas citer ici non, parce que sinon on commence la liste, on ne l'aura pas fini. Mais donc cette hypocrisie participe de l'affaiblissement du droit international, puisque qu'est-ce que vous avez à répondre à tous les relativistes dans le monde entier qui expliquent que le droit international, c'est nul, ça sert à rien, ça empêche de faire des guerres tranquillement et de faire des affaires, et puis finalement que les droits humains, c'est fait pour les Occidentaux, mais dans les autres pays... Qu'est-ce que vous voulez répondre à cela, à tous ceux qui prétendent que les droits humains ne sont pas des principes universalisables par l'appropriation par les peuples, pas en allant faire des guerres pour imposer les droits humains? Qu'est-ce que vous voulez répondre quand les principaux producteurs du droit international depuis la Deuxième Guerre mondiale sont les premiers à le piétiner? Ils nous répondent, vous êtes des hypocrites. Voilà. Enfin, déficit démocratique. Ça, Alexis pourrait y revenir. On est en 5e République, le président décide tout seul de l'entrée en guerre. En gros, enfin, on peut le dire, de temps en temps vous êtes sollicité, on vous appelle pour voter un truc, mais tout est boutiqué d'avance et de toute façon il n'y a pas de débat. Or, il est fondamental, comme je le disais hier dans la conférence sur l'indépendantisme au service de la paix, l'une des clés de la révolution citoyenne, c'est de se réapproprier les questions internationales. Que le peuple se réapproprie les questions internationales, parce que l'international est présent au quotidien partout chez nous, que ce soit par les traités de libre-échange, que ce soit, etc., etc. Et du coup, le fait qu'on verrouille tout, qu'il n'y ait pas de débat sur l'international, et notamment sur les questions de guerre et de paix, est extrêmement grave dans notre pays, puisque ça donne un sentiment d'éloignement, d'illégitimité à s'exprimer sur ces questions, etc., alors qu'elles sont au cœur. Ce n'est pas simplement des questions extérieures. Ce sont des questions qui ont un impact direct sur la vie de nos concitoyens. Et enfin, je terminerai là-dessus. J'élargis en disant que la guerre au Yémen, je reviens sur le début de mon intervention où j'ai situé le Yémen, les trois d'Al-Mandeb, pardon, excusez-moi, je suis fatigué, 25 km en face
de Djibouti, la largeur du détroit. Djibouti, c'est pas par hasard qu'en face, tout le monde a des bases maintenant, les Chinois, les Américains, les Français, tout le monde a une base militaire. D'ailleurs, l'économie de Djibouti, c'est de vendre des terrains pour faire des bases militaires. Et de l'autre côté, du Yémen, celui qui tient Aden et qui contrôle en partie le détroit. Et je vous laisse imaginer ce que ça implique. C'est une proportion faramineuse du commerce de pétrole passe par là, et finalement des commerces d'énormément de biens qui vont de l'Asie jusqu'à l'Europe, donc de l'atelier du monde jusqu'à l'un des principaux foyers de consommation. Je vous laisse imaginer le pouvoir que ça donne. C'est d'ailleurs pour ça que de l'autre côté de la péninsule arabique, le détroit d'Ormuz, entre Oman et l'Iran, est également stratégique. Ce qu'on a là, c'est aussi, et là j'élargis la focale, parce que la France participe de ça, mais là pour le coup c'est encore plus les États-Unis qui sont en crise d'hégémonie. On a affaire à la crise du capitalisme financier, et notamment du capitalisme financier anglo-saxon et européen. Je m'explique très brièvement. À l'heure actuelle, la suprématie des États-Unis repose sur le dollar, parce que c'est la principale monnaie d'échange et de réserve au niveau international, et la puissance militaire. Or, comme l'émission de dollars, je fais court, est beaucoup plus importante que la production réelle de richesse aux États-Unis, en fait, le dollar est avant tout du capital fictif, c'est-à-dire de la monnaie de papier qu'on crée comme ça. Et donc toute sa valeur ne repose que sur la demande de dollars dans le monde. Et la demande de dollars dans le monde est largement déterminée, entre autres, par le volume des échanges commerciaux en dollars dans le monde. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème pour les États-Unis. L'immense majorité, et c'est toujours le cas, du commerce international était libellé en dollars, et donc ils pouvaient en gros financer leurs dettes et payer leur complexe militaire industriel, 750 milliards de dollars de budget annuel, grâce à leur dette qui est financée par les autres. 21 000 milliards de dollars de dette pour 19 000 milliards de dollars de PIB. Il y a un drame qui se passe pour les États-Unis depuis quelques années et qui s'est accéléré avec la crise des subprimes et la réponse à la crise des subprimes et la poussée chinoise dans la finance internationale, l'entrée du yuan, la monnaie chinoise au FMI, etc., la création de banques asiatiques d'investissement et d'infrastructure et le fameux projet de nouvelle route de la soie et le collier de perles chinois. Ce qui se passe, c'est que les Chinois essayent, alors je ne suis pas là pour défendre leur stratégie, ce n'est pas le sujet, mais essayent de prendre un plus grand contrôle sur le commerce eurasiatique. C'est stratégique. Ils commencent à échanger, à acheter du pétrole en yuan. Ils commencent à acheter et à vendre des choses en yuan avec les Russes, avec les Iraniens, avec un tout un tas de pays. Ça veut dire que la cote du dollar à terme peut baisser. Les États-Unis feront tout ce qui est en leur pouvoir, je dis bien tout ce qui est en leur pouvoir, pour contrecarrer l'émergence pacifique, en tout cas sans guerre. Il y a une guerre économique qui se joue, mais sans guerre militaire, de ces nouvelles routes de la soie, de ce collier de perles, c'est-à-dire le fait que les Chinois commencent à avoir des ports où ils ont des bateaux qui sillonnent l'océan Indien, puis arrivent jusqu'en Europe, comme ça. Et la force des États-Unis, c'est que pour l'instant, ils contrôlent encore militairement ces routes. Et donc, ils feront tout pour empêcher ce basculement géopolitique majeur pour le commerce mondial. C'est tout ça qu'il y a derrière aussi la guerre au Yémen, et c'est pour ça que la France, à un moment donné, devra choisir un camp. Elle ne pourra pas éternellement être dans une espèce d'entre-deux où on dit à la fois que Trump est notre allié indéfectible et où en même temps on échange un bouquet de fleurs avec Poutine et puis on reçoit un Indien et puis ci et puis ça. Mais ça, ce sont des discours. Dans la pratique, la France est à l'heure actuelle totalement alignée sur les États-Unis, y compris au Proche-Orient, malheureusement. Je termine là-dessus. Merci. Merci pour ce panorama. L'exercice est difficile. Alors Anne Regour, avec un regard, comme je disais tout à l'heure, peut-être un peu différent, peut-être, je ne sais pas si vous avez compris, l'exposé d'Arnaud peut-être a suscité des remarques chez vous, comme chercheuse et aussi comme responsable d'AIDL. Je vous donne la parole aussi, prenez le temps que vous souhaitez, mais un peu comme Arnaud, un quart d'heure, 20 minutes, peut-être pour nous donner votre regard sur ce conflit. Merci beaucoup. Alors, je vais dire deux mots sur l'AIDL. C'est l'acronyme de Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés. C'est une ONG.
Alors, comme son titre l'indique, elle n'est pas spécifiquement dédiée au Yémen, mais tout de même, sa date de naissance la place à Sanaa et en 2009, et son directeur, Mohamed El-Shami, est yéménite. Donc, en conséquence, on suit avec beaucoup d'attention le fil de l'actualité au Yémen. Et l'AIDL a été déclarée en France, où vit Mohamed El-Shami, en avril 2014. Et puis, depuis juillet 2017, elle a un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, ou ECOSOC. Alors, généralement, on le voit à travers l'action de l'AIDL au Yémen, dont je vais vous décrire des instants phares. L'AIDL dénonce la crise humanitaire, les crimes de guerre, tout ce qui est violation du droit international, on en a déjà parlé, et des libertés. Les instants phares, c'est une première réunion, et je pense que l'AIDL est parmi les premières ONG à avoir monté un tel podium. Il y a eu une réunion d'ONG humanitaire qui s'est déroulée à l'Alliance française à Paris, avec Action contre la faim, MSF et MDM. C'est un moment qui a été suivi par des tas d'autres. L'idée a été reprise et c'est un peu là, en 2017, c'est-à-dire 2 ans après le début de l'intervention de la coalition au Yémen, on s'est rendu compte que pour nous, les ONG constituaient un canal d'information particulièrement précieux, puisque on ne pouvait plus aller au Yémen et que peu à peu, et c'est encore plus flagrant ensuite en 2018, il y a une désinformation et une tentative aussi pour les ONG de les couper de tout contact avec les pays. Donc les ONG se rendaient sur place et on les enfermait en les empêchant d'agir. Ce qui prouve aussi, ipso facto, qu'il y a une sensibilité de la coalition et en particulier de l'Arabie Saoudite, mais aussi côté Houthi, aux médias, et à leur image dans les médias. Ensuite, il y a eu plusieurs rencontres avec une association qui s'appelle l'ACAT, qui est une association chrétienne contre la torture et la peine de mort. Et ils ont été parmi les premiers à dénoncer le caractère illégal des ventes d'armes par la France à la coalition, enfin à l'Arabie Saoudite. Et ils étaient en 2018 au début de leur dossier. Ensuite, il y a eu en mars 2018 une rencontre très importante parce qu'elle faisait un bilan politique, patrimonial, médiatique de la guerre au Yémen, en sus d'un bilan humanitaire. Et ensuite, nouvel angle d'approche, en mai 2018, il y a eu une réunion, une table ronde sur l'île de Socotra. Donc, Monsieur Le Gall vous a décrit la géographie des lieux et ça se trouve entre la Somalie, cette île, et le Yémen, et elle est yéménite. Alors, le titre est intéressant et j'y reviendrai ensuite quand je parlerai du patrimoine. Ça s'appelait Socotra, joyau de la biodiversité mondiale. Entre importance stratégique, violation du droit international et convoitise régionale, puisque à ce moment-là, les Émiratis, pendant que l'Arabie Saoudite, avec fracas et au devant de la scène, bombardait ce pays, en fait, tranquillement, les Émiratis avaient annexé de facto cette île, avec des moyens très convaincants. Ensuite, en mai 2019, l'AIDL s'est jointe à 16 autres ONG humanitaires et de défense
des droits de l'homme pour s'insurger contre les menaces qui pesaient sur ces 3 journalistes dont vous avez sûrement entendu parler à travers la presse, qui enquêtaient sur les ventes d'armes à la coalition et qui ont été convoqués par les services de renseignement français. Maintenant, je vais dire quelques mots du patrimoine du Yémen. Donc, c'est ma spécialité. Je travaille sur les manuscrits du Yémen et j'ai dirigé un programme de sauvegarde de manuscrits dans une ville qui était, en fait, pendant des siècles, la capitale d'enseignement du sunnisme, qui habite sur la mer Rouge. Alors, en général, on distingue, j'ai essayé de faire quelque chose d'arborescent pour que vous vous y retrouviez. Donc, il y a en général du patrimoine matériel, du patrimoine immatériel. C'est une distinction qui a été validée par l'UNESCO, Intangible Heritage. Voilà. Alors, le patrimoine matériel, il recouvre bien sûr le patrimoine bâti, on va dire immobilier pour faire simple, le patrimoine mobilier, et ce qu'on oublie souvent, la faune et la flore. C'est comme ça que je reviendrai sur Socotra. Alors, en ce qui concerne le patrimoine bâti, c'est assez simple, disons, quand on peut avoir des images, de se rendre compte si quelque chose, un édifice est détruit ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est un atout. Ça ne veut pas dire qu'on ait des images, cependant. Quant au patrimoine mobilier, par définition, il peut circuler sous le manteau, donc il est beaucoup plus difficile à cerner. En ce qui concerne le patrimoine immobilier, mes collègues archéologues soutiennent l'idée qu'un certain nombre de sites absolument emblématiques du Yémen, c'est-à-dire qui ont un rapport avec l'identité des gens, comme Mareb, le fameux barrage La Reine de Saba, si vous avez entendu sûrement parler de ce barrage, et puis un petit temple qui n'est pas loin, ont été détruits, visés volontairement par la coalition. Et il y a eu aussi 2 musées qui ont été touchés. Un musée très important qui se trouve à Dhamar, sur les moyens plateaux yéménites, en zone zaïdite, et puis un autre qui se trouve plus bas dans la partie sunnite, à Taïz. Mais c'est très intéressant, effectivement, si des éléments du patrimoine aussi symboliques que Mareb et les sites anté-islamiques himyarites ont été visés par la coalition. C'est très important parce que ça voudrait dire que les attaques patrimoniales, en quelque sorte, rentrent dans le dessein général de la coalition de mettre à bas le Yémen par toutes les voies possibles, c'est-à-dire les armes, la finance, le ravitaillement, le blocage humanitaire, le laisser-aller des épidémies. Alors, pour le patrimoine mobilier, il est très difficile d'avoir des données positives. Tout à l'heure, je rappelais qu'on était très content d'avoir un peu d'écho de se passer sur le terrain grâce aux ONG. Donc, il est très difficile de savoir ce qui se passe en termes de mouvement d'objets, sauf quand on arrive à les retrouver vendus ici et là ou sur Internet. Il y a du pillage. Et ça, on en est sûr dès qu'il s'agit des objets himyarites, donc cette civilisation qui était là au Yémen juste avant l'arrivée de l'islam. Et il y a, pour les manuscrits qui sont ma spécialité, des choses assez floues. Il y a aussi de la contrebande. Alors la contrebande existait, c'est-à-dire les sorties illégales d'objets patrimoniaux hors du pays. Donc cette contrebande existait avant, mais sur la durée, on avait pu voir que les institutions antiquités,
ministère de la Culture responsable des manuscrits, avait mis en place une action pour essayer de limiter les sorties du territoire, pour avoir plus de contrôle. Et naturellement, la guerre dérégule tout cela, même si on constate par certains entrefilés dans la presse que tout de même des barrages arrêtent des gens et trouvent stop le départ de quelques manuscrits ici. Donc on sait que des barrages fonctionnent. L'UNESCO a fait pas mal dans la formation en fait des douaniers qui souvent étaient perdus dès que c'était pas de l'arabe. Ils disaient que c'était des manuscrits hébreux, par exemple, alors qu'il peut y avoir des manuscrits en guèze. Donc c'était très important pour l'évaluation de la valeur des objets qu'il y ait eu cette formation des douaniers. Et j'en reviens, je suis toujours sur la question de la contrebande. En fait, donc, il y a eu toujours de la contrebande. Aujourd'hui, les contrôles fonctionnent pas bien. Et les pressions sur les gens qui veulent défendre leur patrimoine sont lourdes. Et ils ne peuvent pas se défendre, ils n'ont rien derrière eux. Je dirais 80% des manuscrits sont des biens privés, ils appartiennent aux gens. Vous savez qu'il y a eu énormément de gens qui ont dû quitter leur région. Il y a une diaspora interne très importante. Je ne parle même pas de Djibouti et des gens qui sont partis en essayant de trouver un endroit à droite à gauche, Oman, les Émirats, l'Arabie Saoudite, etc. Donc ce qui a changé avec la guerre, c'est la réduction des contrôles et c'est surtout l'échelle des sorties illégales du territoire, ainsi que les routes ou les moyens. Mais ce qui ne change pas, en tout cas pour les manuscrits, c'est la clientèle. Et la clientèle est principalement formée de gens de la péninsule arabique, c'est-à-dire des Saoudiens ou des Émiratis. Enfin, je voudrais dire un mot des archives. Il y a des archives au Yémen, il y a même un centre national des archives qui a des branches régionales. Et il y a eu plusieurs centres détruits. Donc c'est la mémoire, des gens. Les documents en général remontent à l'époque ottomane, il n'y a pas grand-chose avant, mais c'est quand même une période importante. Et surtout, il y avait des archives à partir de la présence ottomane. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que ça risque d'être très technique ensuite. Enfin, j'ai dit je vais dire 2 mots de la faune et de la flore. Donc c'est en général un aspect négligé. La faune et la flore ont été acceptées comme faisant partie du patrimoine culturel mondial par l'UNESCO au début des années 2000. Et l'idée de la table ronde sur Socotra, à laquelle j'ai largement contribué, c'était d'attirer l'attention sur le fait qu'il y ait une faune et une flore exceptionnelles à Socotra. Il y a des arbres d'époque médiévale qui sont en plus utilisés en médecine. Et c'est un vrai paradis sur Terre. Et il y a aussi une caverne importante où il y a des inscriptions extraordinaires pour notre connaissance du commerce avant l'arrivée de l'islam, notamment des inscriptions en sanskrit. Donc ça veut dire que la route depuis les Indes, elle est très ancienne. Donc le fait que les Émiratis se soient installés à Socotra entraînait plusieurs dangers possibles, car ils avaient des projets de resort qui auraient bétonné la côte, en fait. Alors que des études ont montré que dans certaines portions de l'île, il faut faire
il faut étayer les sols parce qu'ils sont en train de se démolir. Donc, ça c'est l'aspect patrimonial, mais en fait, il y a un volet biodiversité qu'on a développé dans cette table ronde et qui nous intéresse aujourd'hui, où on parle de la forêt amazonienne, puisque c'est la prise de conscience que toute partie du globe et nous concerne tous dès qu'il y a, par ce que l'humain fait, une incidence climatique. Donc on n'a pas forcément parlé de la faune et la flore de la mer Rouge et de l'océan Indien, mais en fait elle est très riche et spécifique. L'autre problème qui est permanent, c'est la maintenance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de patrimoine qui survit, qui subsiste sans maintenance. Or aujourd'hui, même dans les zones où il n'y a pas de conflit, arriver à conserver ces manuscrits est un problème financier et de toutes sortes. Enfin, il y a, je vous le disais au début, un patrimoine immatériel, c'est par là que j'achèverai. Alors le patrimoine immatériel, c'est quoi? C'est la musique, la danse, les contes, et aussi la transmission orale des métiers, y compris dans l'agriculture. C'est un pays agricole, le Yémen, où il y a une grande connaissance accumulée sur des générations pour irriguer les cultures et faire des terrasses. Ou bien récupérer l'eau. Alors, les mouvements internes, c'est là-dessus qu'on a glosé, en fait, c'est le fait que des milliers de gens soient obligés de quitter leur lieu de vie et partent ailleurs. Donc notre question, c'était en quoi ça met en danger ces patrimoines. Donc là, à partir de là, il y a une discussion, nous avons des discussions. Tout le monde n'est pas complètement d'accord, tout le monde, évidemment, personne ne nie qu'il y a un impact, mais après, finalement, la discussion se tourne autour de est-ce que c'est totalement négatif, est-ce qu'il n'y a pas du positif. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, il me revient de dire quelques mots après tout ce qui a été dit, et de manière extrêmement dense et beaucoup plus précise que ce que moi je le maîtrise. Mais bon, vous avez bien compris que l'enjeu, Arnaud l'a dit, on parle du Yémen, ça peut nous sembler abstrait, mais il y a deux détroits importants. Un, je veux dire, au nord, qui est le détroit d'Ormuz, et un autre détroit, je ne veux pas écorcher son nom, parce que je le connaissais moins, de El Mendeb, dans lequel le pétrole, 30%, je vais dire, je crois, contrôlé du pétrole mondial, du gaz et du pétrole mondial, circule. Donc cette région est déterminante. Qui contrôle la région contrôle une grande partie du pétrole, et notamment pour ce qui est évidemment, que ce soit le pétrole saoudien, des Qataris, etc., etc. Donc il y a un enjeu déterminant. Et la France, alors il y a une carte, depuis tout à l'heure en peste, on n'arrivera pas à la projeter, qui permettait pour les amis qui n'avaient pas ça en tête de bien comprendre. Parce que des fois, moi, avant de me pencher sur le sujet, on parlait d'une guerre au Yémen sans comprendre que, évidemment, comme dit, c'était Jean-Luc Mélenchon qui le disait pendant la campagne présidentielle, quand il y a un conflit, suivez le pipeline. En général, ça vous donne une bonne explication de pourquoi les affrontements sont aussi violents. Ce n'est pas toujours la seule explication, mais ça peut l'être. Donc ça, c'est un élément très important, évidemment. Deuxièmement, pour vous donner des éléments d'échelle, parce qu'on parle d'armes. Alors, pour que vous compreniez, le total des dépenses militaires dans le monde, c'est 1822 milliards de dollars en 2018. On a un peu augmenté, mais on va partir de ce chiffre-là, pour que vous ayez tous en tête. 1822 milliards de dollars ont été dépensés en 2018 dans des dépenses militaires. La part des États-Unis là-dedans, c'est 36% de ces dépenses-là. À eux tout seuls, les États-Unis atteignent presque 40%, ça augmente, c'est-à-dire ça représente 649 milliards de dollars pour les États-Unis tout seuls. Avec l'ensemble de leurs alliés, on va dire que les dépenses militaires des États-Unis et alliés représentent, je crois, 80% des dépenses militaires mondiales. Vous ayez tout ça en tête. La France, là-dedans, représente 3,5% des dépenses militaires dans le monde, ce qui équivaut à un budget du ministère des Armées à peu près de 64-66 milliards
en dollars pour rester avec cette monnaie. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que l'Arabie Saoudite, qui est un acteur là-dedans, n'est pas un petit pays, parce que le budget des dépenses militaires de l'Arabie Saoudite est équivalent à celui de la France. Et par exemple, la Russie, qui est souvent présentée comme étant, quel que soit ce qu'on pense du gouvernement de Poutine, il ne s'agit pas comme étant ce pays dangereux pour la planète, a un budget de 3,4 milliards, d'accord, moins important que celui de l'Arabie Saoudite. Pour que vous ayez en tête un peu quand même certains éléments qui peuvent nous permettre des fois de voir à l'heure où la planète serait en danger. Alors les Chinois, c'est un peu différent, mais eux, ils représentent 14% des dépenses militaires, sachant qu'elles ont beaucoup augmenté ces derniers temps, car ils avaient du retard, on va dire, un peu à rattraper, et puis la dimension du pays n'est pas exactement la même. Alors en disant ça, je n'excuse rien, hein, mais qu'on ait en tête un peu qui est quoi et quels sont les acteurs véritablement qui pèsent dans tout ça. Alors la France, entre 2012 et 2017 de mémoire, a fait des contrats avec l'Arabie Saoudite qui représentent, vous me contrôlez si je dis des sottises, je crois 6,6 milliards de dollars, nous avons vendu des armes à l'Arabie Saoudite. D'accord ? C'est important, évidemment, par rapport... Alors quand je dis la France, on pourra dire c'est des industries... je pense au groupe Nexter ou ailleurs, bon, c'est pas le gouvernement français, mais c'est des industries dans lesquelles l'implication en vérité du public est tellement forte, elles ont même été créées. Non, Arnaud ? Oui, et puis ils n'ont pas le droit d'exporter. Voilà. Et surtout, comme le dit Arnaud, ça c'est le premier élément, et puis surtout, pour qu'il y ait une autorisation de vendre des armes, il y a une licence qui doit être attribuée par le Premier ministre, les services c'est le Premier ministre, il y a une autorisation. Une entreprise française privée ne peut pas vendre à n'importe qui des armes. Nécessairement, il doit y avoir un regard du gouvernement là-dessus. Alors quand je dis une licence qui vient de Matignon, c'est-à-dire que là, je vais le répéter, on est toujours très honoré de devenir député, et je vis ça, moi, comme évidemment, en honneur, tout ce que vous voulez, mais en France, on devient assez modeste, parce que sur tous ces sujets, on n'est absolument jamais consulté. Le Parlement, concernant, alors vraiment la Ve République bat à plein, sur tout ce qui est, que ce soit intervention militaire, contrôle des pays à qui nous vendons des armes, des raisons pour lesquelles nous vendons des armes à des pays, etc. Tout ça, la commission de défense et armée dont je vous parlais tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi elle a pour tradition d'être un peu à huis clos, à la différence des autres, mais franchement, ce qui s'y dit pourrait très bien passer sur les réseaux, il ne se dit pas grand-chose. Et quand nous posons des questions, nous avons généralement plus soit des réponses évasives, soit pas de réponse du tout. Alors c'est tout le sujet là-dedans, c'est-à-dire que souvent ça nous a été répété, 6,6 milliards d'armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite, c'est un contrat extrêmement important. Et depuis le début, la ministre Florence Parly, chaque fois que nous l'avons interpellée, considère que quand même il y a des enjeux très importants qui doivent amener à ce qu'on ne puisse pas avoir une réponse tout à fait binaire là-dedans. Il a été dit, ce qu'évoquait tout à l'heure Arnaud Le Gall, nous avons vendu des armes, mais qui sont des armes défensives. Bon, c'est-à-dire des armes qui ne sont pas, selon les propos de la ministre, directement intervenues sur les théâtres directs des opérations. Mais par exemple, pour ce qui est des canons dits César, hein, je parle encore sous le contrôle d'Arnaud Le Gall qui connaît ça, ils ont une portée de 40 km qui fait que même si vous les placez sur votre territoire, vous pouvez très bien frapper de manière très significative sur des positions dans le pays sans que ça amène à ce que vous interveniez sur le terrain. Et puis surtout, tout c'est compliqué. Alors bon, les chiffres, ils ont été donnés par Arnaud tout à l'heure. Hein. Il y a actuellement au moins 70 000 morts. Selon différentes ONG, je vais citer Save the Children, il y a au moins 5 millions d'enfants actuellement qui sont en danger de malnutrition aiguë, en danger de mort, une épidémie de choléra, 22 millions de gens, de civils, qui sont en situation d'urgence. Vous voyez la dimension quand même de ce dont on parle. Donc nous avons plusieurs fois interpellé Madame la Ministre, ça fait plusieurs mois depuis qu'on a été élus, et jusque-là, les choses en étaient restées à, on va dire, souvent des formules qui nous envoyaient promener et qui considéraient qu'elle était très vigilante là-dessus, très sensible, mais que aucunement les armes que nous avons vendues n'étaient responsables de la catastrophe humanitaire que je viens de vous décrire. Sauf que le 15 avril, un média, Disclose, a révélé une note du renseignement militaire français, qui alerte sur la responsabilité et l'utilisation d'armes françaises, notamment 48 canons César, qui démontrent que les zones ciblées sont clairement des zones dans lesquelles il y a des populations civiles. Et selon cette note, il y aurait même 436 370 personnes concernées, habitant des populations civiles, où sont utilisées ces armes françaises. Bon, ça doit amener normalement à ce qu'il y ait de la part du gouvernement français. Je viens de citer, c'est une note du renseignement militaire français. À ce qu'immédiatement, nous ayons une réaction, parce qu'il y a un traité, en 2014, sur le traité
qui réglemente la vente du commerce des armes, qui dit clairement dans ses articles 6 et 7, et c'est très important parce qu'on a fait notamment une conférence de presse avec beaucoup d'ONG qui sont intervenus pour la rédaction de ce traité de 2014, qui était vraiment, chaque mot a été sous-pesé, et devient illégal de vendre des armes, pas seulement s'il est attesté que vos armes frappent les populations civiles, mais aussi s'il y a un risque, et il y a un conditionnel dans les articles 6 et 7. Ce qui rend les choses, vous voyez, très importantes du point de vue, là je parle du droit international. Donc on a une situation où, selon les ONG, des populations civiles sont actuellement en danger. Nous avons vendu des armes à un pays qui mène une guerre. Nous avons une note du renseignement militaire qui considère qu'il y a au moins plus de 400 000 personnes civiles qui sont en danger en raison de l'utilisation, notamment, de 48 canons César aujourd'hui qui seraient utilisés sur le terrain, etc., etc. Quelle est la réaction du gouvernement une fois que cette note a été rendue publique? Ça n'est pas de dire immédiatement aux Saoudiens ça va plus, on arrête, parce qu'il y a aussi il ne suffit pas de vendre des armes, hein. On participe après à l'entretien, etc. On aurait pu bloquer immédiatement, dire nous ne vendrons pas, nous respectons des traités internationaux. Non. Vous avez eu, à partir de là, une pression qui a été faite sur les journalistes, et vous avez suivi ça, qui ont été quand même, ce qui est assez inhabituel, interpellés, enfin du moins convoqués par la justice, et une grande pression a été faite pour qu'ils puissent révéler les sources qui ont révélé cette note du renseignement militaire. Bon, quand même, on aurait pu attendre autre attitude. Alors, par exemple, pour la petite histoire, quand moi j'ai interpellé la ministre Parly, parce que parmi les pressions qu'on a fait suite à cette affaire Disclose qui avait fait grand bruit, on a réussi à obtenir une convocation exceptionnelle de la ministre de la Défense pour un peu parler de tout ça. Et lorsque je lui ai posé la question, elle m'a dit secret défense, je ne peux pas juger ni commenter une note du renseignement militaire. Voilà ce qu'elle répond à la commission du Parlement, donc des représentants du peuple français, qui disent Madame la ministre, il y a une note du renseignement militaire qui dit que, qu'en pensez-vous? Elle a refusé d'aller plus loin dans le commentaire, et après elle m'a répété les yeux dans les yeux en disant qu'elle était très très évidemment sensible à toutes ces questions-là et que je pouvais être sûr qu'elle avait la conviction intime, m'a-t-elle dit, conviction intime, qu'aucunement les armes militaires françaises vendues sur le terrain étaient responsables des malheurs des populations civiles. Ah bon voilà, alors dans toute cette affaire, beaucoup de choses ont été dites, je ne veux pas être trop long, puis on va échanger. Pour vous dire, bon, déjà, comme je disais tout à l'heure à propos de notre sujet, c'est le travail que fait Arnaud, les relations que nous pouvons avoir avec différentes ONG nourrissent le travail du groupe parlementaire. C'est une belle illustration de quelle manière on essaie. C'est toujours perfectible de se mettre au service aussi de tout ça. Il y a une articulation entre les différents livrets de la France Insoumise pour faire que Bastien ou moi, dans le cas présent, nous puissions être utiles à tout ce combat. Notamment en juin 2018, là c'était Bastien Lachaud, juin 2018, il y a plus d'un an, déjà Bastien avait demandé une première commission d'enquête pour savoir ce qui se passe là-bas. Je vais revenir sur la commission d'enquête parce que je conclurai là-dessus. Le 7 février, on a déposé, cette fois-ci c'était moi, une nouvelle demande de commission d'enquête pour éclaircir le niveau d'engagement de la France dans ce conflit, pour vérifier le bon respect des engagements internationaux. Je pourrais vous en donner quelques-uns tout à l'heure. Ça, c'est notre demande de commission d'enquête. Pourquoi commission d'enquête? Pour dire au moins que le Parlement, c'est-à-dire ceux qui représentent le peuple français, disposent des éléments pour juger de ce qui se passe quand même sur le terrain. Bon, normalement, comment ça se passe quand on est un groupe minoritaire? Évidemment, ce que vous demandez, vous ne l'obtenez pas, mais il peut y avoir exceptionnellement, de la part du président de l'Assemblée nationale, une prise en compte d'une demande d'une commission d'enquête pour le mettre en place. Bon, nous ne l'avons pas obtenu, mais moi je considère quand même que voilà, c'est pas rien. Je veux dire, quand les armes commencent à parler, quand il s'agit de centaines de milliers de gens, de populations civiles en danger, la moindre des choses, c'est que ceux qui représentent le peuple français, ceux qui expriment dans le cadre du Parlement sa souveraineté, puissent au moins avoir des éléments pour juger de la situation, ce que nous n'avons pas. C'est vraiment pour laquelle, sur ces sujets-là, il y a beaucoup de conditionnels, beaucoup de questions. Moi, je suis sûr de rien, en vérité. Je suis inquiet d'une situation, j'ai des éléments qui sont là, et je demande pour pouvoir jouer à plein mon rôle de député, qu'il y ait une commission d'enquête pour qu'on se renseigne, ce qui nous a été refusé. Le 12 mars, on a fait une conférence de presse avec des ONG, notamment l'ONG ASER, l'Action Sécurité Éthique Républicaine, où vous avez des spécialistes qui avaient aidé à la rédaction en 2014 de ce traité sur le commerce des armes que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons fait une tribune dite transpartisane parce qu'on a fait signer d'autres députés, enfin des députés d'autres groupes, parce qu'on s'est retrouvés avec nos amis communistes et socialistes, et même d'autres groupes, pour effectivement demander que toute la transparence soit faite sur les ventes d'armes, et notamment sur les ventes à cette exportation, à la coalition militaire. On l'a publié dans Libération, c'était le 15 avril, ça n'a pas produit d'effet. On a obtenu quand même une demande d'audition en urgence en mettant la pression sur le président de la commission défense et armée
de la ministre Parly, qui est venue avec tous les faits que je vous ai dit tout à l'heure. Elle est venue, certes, mais bon, on n'en est pas sorti avec des réponses très précises. Le 20 avril, on a refait une question écrite au Premier ministre. Le 9 mai, on communiqué pour dénoncer un peu des mensonges de la manière dont le ministère nous avait répondu. Le 10 mai, on a fait un comité de soutien aux dockers qu'on évoquait tout à l'heure, parce que l'heure, quand même, c'est aussi, moi j'avais profité de la campagne européenne, je ne sais pas si vous m'aviez entendu dans les différents meetings que j'avais fait, j'en avais parlé souvent, et j'avais dit gloire à ces dockers quand même qui avaient un peu rendu l'honneur de la France, quoi, de dire dans ces conditions, on ne chargera pas sur des bateaux des armes ou du matériel qui servent à faire en sorte que des armes continuent à frapper des populations civiles. On aurait pu attendre que le gouvernement lui-même bloque des choses, ça n'a pas été le cas, mais ce sont souvent des organisations syndicales de dockers qui ont lancé des préavis de grève pour que ces cargos ne soient pas chargés. Et nous avons également dénoncé les volontés de chargement d'autres matériels qui devaient avoir lieu. Voilà, je ne veux pas être plus long, vous avez compris les enjeux, et on va échanger peut-être un peu là-dessus, si vous en êtes d'accord, sur le rôle qui doit être le nôtre là-dedans. Je sais bien que nous avons beaucoup de tâches devant nous, beaucoup de sujets, mais il est honteux qu'il y ait un scandale, un silence ou une manière un peu, des fois, tellement rapide de présenter les choses que personne ne comprend trop les enjeux, ou comme le disait tout à l'heure Arnaud, une espèce de se dire là-bas encore, tous ces religieux fanatiques qui se tapent dessus, on ne comprend plus rien. On a l'impression que c'est éternellement des guerres incompréhensibles dans lesquelles, au mieux, si vous arrivez à obtenir un soutien qu'il ne faut pas s'en mêler parce que tous ces fanatiques entre eux, ça nous échappe, alors que c'est des grandes questions géopolitiques très importantes. Et j'insiste aussi sur le fait que dans la conception exigeante que je me fais, que nous faisons de ce que doit être la France, notamment une puissance au service de la paix, il y a un déshonneur, me semble-t-il, là, dans le conflit yéménite, de la part de notre gouvernement. Il y a un déshonneur, et je le dis clairement. Nous continuons, de mon point de vue, écoutez, si je mens, eh bien on verra, mais tous les éléments qui sont réunis, que nous avons sous les yeux, nous amènent quand même à pouvoir dire sérieusement, sans en rajouter, que nous participons, en continuant à vendre des armes, à la dégradation de ce conflit, et sans aucun doute à la mort de populations civiles et d'enfants. Et franchement, voilà, il y a de quoi, comment dirais-je, quand on se couche ce soir, se dire que c'est quand même scandaleux. Et on observe là encore, je ne développe pas plus, comment il y a un avachissement en vérité du Parlement qui ne peut pas jouer son rôle. Et on est à plein, ça a été évoqué tout à l'heure, dans cet exercice de la Ve République qui fait que sur ces grandes questions-là, c'est entre les mains du président de la République, du Premier ministre et de la ministre de la Défense, mais qui souvent... Et puis après, circuler, il n'y a rien à voir, alors que la transparence dans cette affaire est la condition, me semble-t-il, pour qu'il y ait une pression citoyenne qui dit que parfois, peut-être que la France doit se mêler, bien sûr, à des conflits, ça peut arriver parfois, mais que dans le cas présent, franchement, je le répète, c'est le déshonneur de notre gouvernement, et puis même de notre industrie, mais dans le cas présent, elle vend des armes pour des questions de profit, on ne peut pas attendre d'elle qu'elle ait une réaction, comment dirais-je, civique, quand même le pouvoir politique n'est pas à la hauteur des enjeux. Voilà les amis. Alors, peut-être qu'après tous ces éléments, et puis toi tu dois après nous laisser aussi, on fait peut-être quelques questions, on prend 10 minutes, un quart d'heure d'échange. Le plus agréable, c'est que vous parliez dans un micro. Delphine, tu peux donner un micro ? Oui, alors juste, j'ai oublié de préciser une chose qui est très importante quand je disais que l'international, c'est jamais que de l'international, c'est aussi... J'ai oublié de rappeler un des points les plus importants, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les gens qui avaient mis en œuvre les attentats de Charlie Hebdo, c'était pas Daesh, c'est Al-Qaïda dans la péninsule arabique, c'est au Yémen. Donc il s'agit pas, je ne suis pas en train de dire le gouvernement français est responsable non, il n'en reste pas moins que quand on laisse les choses comme ça s'envenimer, quand on est parfois complice directement ou indirectement de déstabilisation, de destruction totale de société, on en paye toujours les prix. Et on a un logiciel antiterroriste à l'heure actuelle qui est absurde, qui passe son temps à courir après après les ombres dans le désert, etc. Au Mali, on a plus de djihadistes maintenant qu'avant que l'armée française intervienne. Et par contre, on ne tire pas les conclusions en termes d'alliance internationale, en termes de logique de pacification réelle, c'est-à-dire on ne fait pas la paix par la guerre, on fait la paix par des développements économiques et sociaux, par des vraies négociations politiques dignes de ce nom, etc. Et aussi en mettant la pression parfois sur les puissances belligérantes.
Bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et le conflit actuel est une aubaine pour Al-Qaïda à la péninsule arabique, d'autant que les Saoudiens, autant s'ils combattent Al-Qaïda sur leur territoire, depuis que Al-Qaïda ait fait des attentats sur le territoire saoudien en 2004, ça ne les dérange pas parfois, pas toujours, mais parfois, de s'allier avec eux à l'extérieur. Et on sait très bien qu'il y a dans l'est du pays notamment, il y a des miliciens d'Al-Qaïda qui ont été enrôlés par les Émiratis, qui sont l'autre. On parle beaucoup de l'Arabie Saoudite, mais les Émiratis ont un rôle central, c'est la Sparte du Moyen-Orient, c'est une armée très bien organisée, ont enrôlé des miliciens d'Al-Qaïda sur le terrain au Yémen. Voilà, fin de la parenthèse. Moi, je ne crois pas que ce conflit soit d'abord idéologique. Après, peut-être une approche un peu trop matérialiste, etc., mais je pense que le prisme chiite, sunnite qu'on veut nous imposer en permanence est un prisme extrêmement réducteur et qui est même très conservateur finalement, et qui revient à légitimer, ou en tout cas à jeter le voile sur les raisons réelles des conflits. Loin de moi l'idée de dire qu'à force, évidemment à force de dire toi t'es chiite, toi t'es sunnite, toi t'es... à force de cliver, etc., à la fin oui, ça a un effet. Mais par exemple, moi il se trouve que je discutais avec le numéro 2 de l'ambassade d'Irak en France il y a quelques semaines, qui me dit mais j'en ai marre moi des chiites, sunnites, kurdes, mais il y a l'Irak, moi ma femme elle est chiite, je suis sunnite et mon beau-frère il est kurde. Bon, ça résume beaucoup de choses. Il y a un moment donné, et je ne vais pas remonter dans l'histoire, Charlemagne, il était allié avec des Arabes du Proche-Orient, enfin des Abbassides à l'époque, contre des Omeyyades qui étaient en Espagne, et vice-versa. La raison d'État l'emporte toujours sur ces histoires. Alors évidemment, on va donner un paravent, on va donner un vernis religieux, idéologique, appelons-le comme on veut, selon les régions et au conflit, mais en vérité, on ne déclenche pas un conflit uniquement pour ça. Même si ça peut motiver des combattants, même si ça peut rajouter de la haine, c'est pas la première matrice du conflit. Et on pourrait multiplier les exemples d'alliances et de contre-alliances. Je veux dire, l'Iran qui est allié au Hamas. Les Hamas, c'est des sunnites, etc., etc., etc. Je vais pas. Donc moi, non, je n'accepte pas ce prisme ethno-religieux qui serait la matrice du monde. Oui, les questions ethno-religieuses comptent, mais non, elles ne sont pas la matrice principale des guerres, et même pas au Proche-Orient. C'est d'abord des guerres sur fond de crise du capitalisme, sur fond de crise des États-nations dans la région, après des décennies de dictature qui ont détruit les sociétés, sur fond de refus de voir l'émergence. L'Arabie Saoudite est terrorisée par l'émergence de démocratie autour d'elle. L'Arabie Saoudite, je vous promets qu'elle fera tout pour bloquer la révolution soudanaise, etc., etc. C'est tout ça qui explique les conflits. À un moment donné. Si, ça peut jouer, mais l'ethnique, c'est du social. C'est pas du religieux. Mais voilà. En fait, l'Arabie Saoudite l'a joué coalition sunnite, puisque à l'intérieur de la coalition, on a, comme vous le savez, l'Égypte de Sisi et le Maroc de Mohamed VI. Donc ils l'ont joué comme ça, et les lieux saints sont chez eux. Il y a une problématique. Voilà. Bon, ensuite, l'agenda, c'est la bipartition, voire la tripartition du Yémen. Et c'est ça, et ça n'a pas bougé depuis des années. Et la première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 2015. Ça n'a pas varié dans iota. Vous pouvez préciser ça, entre qui c'est quoi les enjeux? Le plan, ça serait l'absorption par l'Arabie Saoudite des zones montagneuses, là où sont les Haïdites. Je ne sais pas où passerait la frontière, puisqu'il y a toujours le problème de la ville de Taïz, qui est toujours, qui est à cheval entre les deux zones, disons, de géographie religieuse, puisque c'est une ville mélangée. C'est toujours le problème de Taïz, et qui est une ville où certainement le conflit s'atteindra très tard. Les gens seront vraiment à couteau tiré. Et puis les Émiratis visaient le sud, mais en réalité, alors là, oui, je reviens sur l'Arabie Saoudite. L'argument, c'était de dire nos frontières ne sont pas sécurisées. Alors là, il y a eu des entretiens en sous-main avec les Houthis qui ont dit mais on s'en occupe, on est là. Donc on aurait pu arriver à avoir une balance et un accord. Les Émiratis visent le sud, mais
tout le problème est qu'ils sont intéressés par les ports. Bien sûr Aden, Socotra. Donc ils ne s'intéressent pas à l'intérieur du pays. Et, je sais que notre ministère des Affaires étrangères s'inquiète beaucoup si jamais les Émiratis disent oui, we take over et on s'occupe de la sécurité des frontières un peu plus bas, nous aussi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire du centre? Et c'est là où Daesh, enfin, avec le quart vide, les gens circulent, hein, Daesh, Akpa, etc. Donc voilà, et peut-être tripartition, puisque quand j'ai entendu parler de ça la première fois en 2015, on parlait de tripartition sans détail, et sur la péninsule arabique, comme vous le savez, il y a des pays qui ne sont pas dans la coalition, bien sûr le Qatar, mais aussi Oman. Et on ne sait toujours pas ce que veut Oman. Donc voilà, et il y a eu un épisode qui a disparu des écrans, c'était au tout début du conflit avec la coalition, les Saoudiens voulaient un couloir pour accéder voilà, aux Aden. Oui, et il y a eu des tas de négociations avec les Houthis. Alors on n'en parle pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne soit pas là. Et vous avez parlé des enfants, c'est très très important. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Khadija Salamé avec les enfants. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Et là, on voit l'impact psychologique sur les enfants. Et pour moi, c'est là où il y a un lien profond avec le patrimoine, parce que on a toujours vous savez que la réaction de beaucoup, c'est d'opposer patrimoine et guerre, en disant oui, mais enfin, bon, des gens meurent, le patrimoine, on s'en fiche. Je ne sais pas pourquoi tout le monde s'entête à garder cette distinction dès qu'il s'agit du Yémen ou du monde arabe, alors que chez nous, elle a complètement disparu. Après la Seconde Guerre mondiale, on n'oppose plus, on dit que c'est une partie de l'identité. Et quand les enfants voient leur environnement détruit, je pense que ça a un impact, leur ville, les vieilles rues dans lesquelles ils marchent, ça, c'est un impact psychologique très fort. Et d'ailleurs, on voit beaucoup d'artistes aussi dire qu'au final, ils, à leur manière, avec leurs faibles moyens, luttent, notamment dans cette guerre, avec leur patrimoine culturel, tout à fait. Notamment les écrivains. Oui. Et en fait, d'ailleurs, les enfants apprécient beaucoup ces pensées, du fait que en fait, c'est ce qui leur reste, parce que malheureusement, les bâtiments sont détruits, beaucoup de choses sont détruites. Il reste quoi? Il reste la pensée, en fait. Nous avons un excellent écrivain, Ali El Moukri, qui est à Paris. Il a été traduit en français. C'est un homme très intéressant parce que dans ses romans, il développe une appréhension sociologique. Et il est réfugié, il est à Paris, et vous pouvez le rencontrer. Il est très, très extraordinaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je pensais aussi il y a quelqu'un qui fait des graffitis, il y a cet artiste qui fait des graffitis, peut-être avez-vous vu, et ce qui me frappe, c'est qu'il s'assied devant son œuvre pour lui parler, c'est-à-dire que c'est l'idée de dialogue qui manque, en fait, qu'il essaie d'exprimer. On essaiera à Paris de rencontrer cette écrivain. Les amis, peut-être une question, puis je sais qu'Arnaud a beaucoup un agenda international chargé. On conclura peut-être sur cette dernière remarque ou question. En fait, c'est juste rapidement, la question du Yémen, c'est une question très intéressante pour les Français de base, comme un exemple d'ignorance de ce qui se passe dans les autres pays. C'est intéressant parce que ça fait des années que les enfants meurent, il y a la famine et tout ça, et il y a très peu de Français qui sont au courant. Donc vous voyez qu'en fait, quand le système va bloquer, il bloque, et la plupart des Français, ils se considèrent informés. C'est une grosse différence par rapport, parce que moi je suis d'origine iranienne, par rapport à l'Iran, où le système d'État, la radio-télévision, personne ne l'écoute. C'est-à-dire tout le monde sait que en fait, ce qu'il raconte, c'est pas la vérité. C'est juste le contraire. En fait. Donc, juste une réponse vis-à-vis du sunnisme et du chiisme. On ne peut pas complètement quand même évacuer, parce que c'est justement l'histoire. Ça veut dire que le califat, c'était les sunnites, donc les abbassides qui ont disparu, c'était le califat, c'était les Ottomans qui avaient pris. Et les Ottomans, ils avaient l'Arabie Saoudite comme leur colonie, si vous voulez. Depuis cette famille saoud qui a pris l'Arabie Saoudite, ils se considèrent comme l'islam.
Donc, en fait, dès que la révolution iranienne est arrivée, ils ont fait une grande coalition sunnite pour faire la guerre. L'Irak était armé et financé par tous les pays sunnites, déjà. Donc, il y a une confrontation phénoménale de l'Arabie saoudite parce qu'ils considèrent que c'est les hérétiques. Un peu, vous pouvez considérer comme les protestants et les catholiques. Les catholiques, ils étaient beaucoup plus guerriers contre les protestants, par exemple, que contre les musulmans, parce qu'ils étaient sortis de la religion. Donc, ils considèrent que les chiites, ils ont sorti de la religion. Donc, en fait, ils sont condamnés. Il y en a même un imam chiite qui était décapité il y a un an et demi en Arabie saoudite. Donc, juste un dernier aspect, au niveau de l'armement, il faut savoir que même c'est l'histoire récente en fait, les pays comme les Émirats arabes unis, Bahreïn ou Qatar, ce sont des pays nouvellement construits en fait. Et ça rejoint exactement l'armement. Parce qu'en fait, pour les pays occidentaux, c'est du pain béni. D'un côté, vous fabriquez des armes, vous vendez soi-disant à ces pays, donc vous récupérez l'argent que vous leur avez donné avec le pétrole, mais ils sont très peu nombreux. Donc quelque part, ce sont des faux pays en fait. Juste pour vous donner un exemple, j'avais 16 ans quand ils ont pris le Bahreïn de l'Iran. Peu de gens savent qu'en fait, en 1971, Bahreïn faisait partie de l'Iran. Donc les Occidentaux, ils ont tout intérêt à couper ces pays. Donc c'est des tout petits pays, c'est des tout petites populations en fait, qui sont relativement favorisées. Mais peut-être vous savez que par exemple au Qatar, il y a des immigrés, des travailleurs immigrés qui sont morts pour faire le mondial. Ouais. Tandis que les Qataris, ils sont tellement peu nombreux qu'en fait, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. Ils sont tous riches. C'est des faux pays en quelque sorte. Et ça, c'est très intéressant justement pour l'armement. Ça veut dire que quand vous voyez l'Arabie saoudite, qui n'a pas grand-chose, et d'ailleurs, ils sont, alors ça aussi parmi les facteurs au niveau de la guerre au Yémen, ils sont incompétents. Ça veut dire militairement, ils sont incompétents. Quand ils ont envoyé les avions, c'est pas étonnant que les pilotes saoudiens, ils larguent leurs bombes de très haut. Donc en fait, ils tapent sur les hôpitaux, ils tapent sur les civils parce qu'ils n'osent pas descendre en fait. C'est une question d'incompétence aussi. Ça veut dire que l'armement, pas seulement c'est l'armement, mais en fait aussi pas mal de mercenaires, pas mal de gens qui sont payés pour faire la guerre. Merci. Je propose qu'Arnaud va dire un mot, il va partir, vous dites quelques mots et on en restera voilà. là. Non, mais je voulais juste préciser un peu ce que j'ai dit tout à l'heure peut donner l'impression que je balaie complètement l'argument ethno-religieux, etc. Non, enfin, je suis d'accord qu'il y a un vrai sujet, chiite, siénite, etc. Mais c'est une construction historique. C'est pas quelque chose de naturel, de donné, de génétique et qui aurait toujours existé et qui existera toujours. C'est fondamental de comprendre comment justement, dans les décennies récentes, s'est reconstruit une opposition frontale chiite, sunnite qui a toujours existé, mais qui était beaucoup plus faible et qu'il fallait beaucoup relativiser, notamment dans les années 50-60, pour s'en remonter à avant, d'une part. Et d'autre part, c'est un facteur parmi d'autres. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a des contre-alliances. Pourquoi, par exemple, le Qatar a refusé de suivre l'Arabie saoudite et les Émirats dans cette croisade sunnite contre chiite, alors que le Qatar est très sunnite. Pourquoi, etc., etc., etc. C'est juste ça que je veux dire. Il y a des intérêts d'État, il y a de la raison d'État. Quant au fait que beaucoup de pays, pas tous, loin de là, sunnites de la région, enfin un certain nombre de pays sunnites de la région est suivi, c'est pas avant tout par solidarité religieuse, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. L'Égypte vit sous perfusion saoudienne. L'Égypte est un pays financé par l'Arabie saoudite depuis quelques années. Point barre. Je veux dire, après, je dis pas qu'il n'y a pas une solidarité identitaire, religieuse face... mais si fait pas ce que les Saoudiens veulent, son régime tombe comme une pierre. Etc., etc. Donc voilà, juste, je ne voudrais pas balayer d'un revers de main. Et enfin, surtout, quand on a des oppositions dans les pays entre chiites et sunnites, etc., souvent l'opposition religieuse cache des oppositions sociales. En Irak, l'opposition entre les chiites et les sunnites, c'était aussi une opposition de classe. Ce n'est pas une opposition uniquement sur une question de lecture du Coran. Donc même les mots religieux cachent souvent du social, et c'est juste ça que je voulais préciser. Et loin de moi l'idée de dire que la religion n'a strictement rien à voir là-dedans, parce que oui, elle a aussi à voir là-dedans. Voilà.
Oui, je vais réagir factuellement, mais avec plaisir. Oui, mais t'inquiète pas. Arnaud nous quitte et merci, de toute façon, on va couper. Merci beaucoup. Factuellement, en fait, sur la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, il y a des da'i, donc des missionnaires chiites du Haut-Décima. Les haïdites ne sont pas du Haut-Décima. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous dire que ce n'est pas la même mouvance. Donc, ils essayent d'imposer leur rituel, par exemple la Ashura, cet événement commémoratif de la mort de Hussein, où les gens font la latma et se flagellent. Donc, ils essayent d'imposer ce rituel qui n'existe absolument pas. Donc, il y a une légère... il y a une agitation de da'i à la frontière saoudienne, saoudo-yéménite, comme on dit. Bon. Et après, vous avez sûrement noté le revirement ces derniers temps des Émiratis, qui semblent pas trop chauds sur le fait qu'on s'en prenne trop à l'Iran. Mais en fait, il y a des liens historiques, et pour le coup, alors tribaux, hein, c'est votre ethnique, des liens anciens entre les deux rives du Golfe Persique. Je ne parle pas du dépôt de gaz et de pétrole qui a été trouvé entre les deux rives, entre le Qatar et... Oui. Mais il y a des liens profonds, en fait, hein, tribaux, entre les deux parties. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que je suis très contente que vous ayez signalé le fait qu'on ne suive pas ces événements au Yémen qui sont capitaux, on l'a bien montré, parce que je pense que par rapport à ce qui se passe, qu'on a bien souligné, c'est-à-dire ces ventes d'armes odieuses, illégales, mais surtout odieuses, puisqu'elles tuent, je crois qu'un moyen de se tirer de cette situation, de la faire bouger, c'est qu'il y ait un impact chez les citoyens. Enfin, c'est-à-dire que c'est par la prise de conscience des gens de ce conflit qu'on peut peut-être faire pencher la balance. C'est-à-dire que c'est un moyen de peser sur les décisions de la présidence que d'avoir un large mouvement derrière nous, populaire, qui dirait stop à cette guerre et stop donc par conséquent aux ventes d'armes et solutions politiques, diplomatiques. Je pense que ça c'est un vrai challenge qui pourrait faire. Enfin, c'est le contrepoids qui nous manque actuellement pour faire changer les choses. Merci, je partage. Écoutez les amis, on va remercier nos invités, on en reste là, on doit libérer la salle, vous le savez. Merci pour la qualité. Arnaud est allé rencontrer d'autres personnalités internationales. Merci Arnaud, on fera sans doute d'autres choses ensemble si vous en êtes d'accord. Suivez un peu ce que nous cherchons à faire à l'Assemblée nationale, hein, à travers notamment cette question-là. Il va de soi que si vous le souhaitez, on peut être disponible, pourquoi pas si vous êtes en province, parfois pour organiser des réunions publiques sur ces sujets-là. C'est des sujets qui intéressent toujours nos concitoyens et on s'aperçoit effectivement parfois du rôle obscur, sombre que notre industrie joue dans certains conflits. Voilà, merci, bon après-midi, on continue. Il y a plein d'autres débats qui doivent avoir lieu. Il y a une soirée peut-être un peu conviviale et puis voilà, j'espère que tout se passe bien. Salut à tous et merci d'être venus. Dernière chose, si ça vous intéresse, notamment notre demande de commission d'enquête parlementaire, sous le format officiel de l'Assemblée nationale, si j'en ai quelques exemplaires, si vous les voulez, pour les faire circuler, ils sont là, sinon je les ramènerai à la maison, mais je vous les distribue bien volontiers.